Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce deuxième webinaire d'une série de 8 webinaires qui sont organisés dans le cadre du Mois sans tabac en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui sont financés par Santé publique France et par l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème de tabac et Covid-19, ce qu'il faut retenir, avec vous, professeur François Alain, qui intervient à l'université et au CHU de Bordeaux. Donc vous avez déjà travaillé sur cette question de tabac et Covid-19 depuis le début de l'épidémie et vous êtes notamment pilote du groupe tabac et Covid-19 du Haut Conseil de la santé publique. Donc merci beaucoup de votre invitation. Je regrette de ne pas pouvoir être physiquement présent et d'avoir le plaisir d'intervenir au CRES, enfin en tout cas ou dans la région. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et malheureusement, le contexte, vous connaissez toutes et tous le contexte. Il y a des avantages, vous l'avez souligné. Ça permet d'avoir un auditoire plus large sur le plan géographique, mais sur le plan psychosocial, on y reviendra, c'est quand même une situation qui est difficile. Et je préférerais sincèrement être en présentiel avec vous. Bon, je ferme la parenthèse. Diapo suivante, pardon. Donc, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, tabac et Covid, parce que Covid, bien sûr, et parce que tabac aussi, le mois sans tabac, mais qu'au-delà de ça, sur le plan médiatique du terme, effectivement, ça avait beaucoup fait parler au printemps. Et régulièrement, tous les mois et demi, ça revient fortement au devant de la scène. Et notamment, ce qui avait un peu généré cet emballement médiatique, ça avait été une étude réalisée au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui concluait que la nicotine, en tout cas la presse faisait conclure à l'étude, vous voyez des exemples de titres ici, que la nicotine protégerait du Covid-19. À l'époque, on disait du et pas encore de là. Et vous voyez, c'est des exemples de titres de la presse écrite, de la radio, de la télé. Enfin, ça avait été beaucoup discuté. Et c'est vrai que c'était une vraie question à l'époque, parce que cet emballement médiatique pouvait être en lui-même générer des risques sanitaires, parce que le contexte anxiogène de l'épidémie, la peur que de la Covid peut générer des comportements inadaptés pour se protéger. On a vu sur plein d'autres sujets que le tabac, et que la diffusion comme ça à très large échelle médiatique d'informations non validées en soi peut représenter aussi un risque. Et pour vous donner un exemple concret, dans ce contexte, le ministère de la Santé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, a dû réglementer un peu en urgence les ventes de substituts nicotiniques parce qu'il avait peur qu'il y ait des détournements d'usage, que tout le monde se jette sur la nicotine pour se protéger de l'infection. Mais en faisant ça, paradoxalement, c'est les complexités des politiques et de la communication publique, ça donnait aussi l'idée qu'il y avait quelque chose, puisqu'il y avait une décision publique en termes de nicotine. Ça accrédite les croyances éventuellement. Et toute cette situation était vraiment problématique, parce que pas qu'il y ait de la recherche, c'est important d'avoir de la recherche, qu'il y ait des hypothèses, etc. C'est légitime, c'est même utile. Le problème, c'est que déduire d'observations très partielles, fortement biaisées pour certaines, on y reviendra, des conclusions qui ne sont pas étayées sur le plan scientifique et très contre-productives sur le plan de la santé publique. Et ça, c'est un vrai problème. C'est une question de responsabilité sociale des chercheurs, des décideurs, comme des médias. On en parle beaucoup au cours de la crise, et ce n'est pas le seul dérapage, mais ça fait partie clairement des dérapages collectifs. Tout le monde a dérapé sur ce sujet, comme sur plein d'autres depuis le début de la crise. Diapositive suivante. Et c'est pour ça que dans ce contexte, et avec le risque sanitaire
que ça pouvait faire prendre que le Haut Conseil s'est réuni, s'est saisi pour un avis sur, vous avez ici la page de garde de l'avis relatif au lien entre tabagisme et Covid-19, qui a été publié finalement le 9 mai 2020 et qui est téléchargeable sur le site du Haut Conseil de la santé publique si ça vous intéresse. Et donc j'avais, comme ça a été précisé, piloté le groupe de travail concerné qui avait émis cet avis. Et depuis le mois de mai, avec quelques collègues, nous avons continué à suivre de près le sujet, et ce qui me permet aujourd'hui de compléter finalement ce qui avait pu être émis à l'époque de l'avis, qui était ce qui est compliqué avec la Covid. On est dans une situation évolutive et un avis, il est valable le jour où il est émis, mais je l'ai relu pour la conférence d'aujourd'hui et je suis satisfait de voir que finalement on n'a pas dit de bêtises et que ce qu'on a dit n'est pas périmé. Et donc nous avons continué à suivre le sujet et globalement, enfin si je devais résumer en un mot, c'est que le tabac c'est pas une solution ou la nicotine n'est pas une solution, mais au contraire un facteur d'aggravation de la crise. Et c'est le titre de cette diapositive, une crise dans la crise, parce que au regard des conséquences humaines et sociales prévisibles de l'impact de la crise et de la gestion de crise sur la consommation de tabac, on va avoir une troisième ou une quatrième ou une cinquième, je ne sais pas combien il faut l'intituler, vague, qui ne sera pas une vague infectieuse, mais qui sera une vague peut-être secondaire à des problématiques liées au tabac. Donc c'est vraiment une crise silencieuse, une crise dans la crise, mais qui me semble vraiment important à souligner, et je vous remercie d'ailleurs de me donner l'occasion d'en parler. Donc ma communication courte, pour laisser du temps au débat, aux discussions, aux questions, va s'articuler sur 5 points. Crise et consommation de tabac, crise et conséquences sanitaires du tabagisme, lien entre tabagisme et gravité de la Covid-19, lien entre tabagisme et risque d'infection, et enfin l'impact du contexte sur les politiques publiques de lutte contre le tabac. Diapositive suivante. Donc d'abord crise et consommation de tabac, diapositive suivante. Donc, très clairement, la crise sanitaire elle-même et aussi et surtout les mesures inédites qui ont été mises en place, et notamment le confinement, ou maintenant il faut dire les confinements, et leurs conséquences directes en termes de diminution de l'accès aux soins, et indirect en termes d'augmentation de la pauvreté, de la précarité, du chômage, les conséquences psychosociales. Vous l'avez vu sur l'excellent bilan hebdomadaire que publie Santé publique France sur la crise. Il y a les aspects purement épidémiques, mais il y a aussi l'impact de la crise, notamment en termes de santé mentale. Et donc, effectivement, tout cet ensemble peuvent avoir deux types de conséquences. D'une part, d'augmentation de la consommation ou de moins ou d'initiation de consommation ou de moins engagement ou de moindre engagement dans des démarches d'arrêt. Ça, c'est la première chose, parce qu'on le sait, lié aux conditions de vie, lié à l'isolement, lié au stress, lié à l'anxiété, etc., etc. Et là, on n'en est qu'au début, puisque la crise sociale, elle arrive, la crise économique, elle arrive. Et tout ça, ce sont des facteurs de consommation de tabac. Et pour donner un exemple, c'est Santé publique France a montré que pendant le premier confinement, vous voyez qu'il y avait à peu près la moitié des fumeurs dont la consommation était stable dans leur déclaration, une partie qui avait diminué sa consommation et plus du quart des fumeurs qui avaient augmenté sa consommation. Donc ça, c'est des données anciennes, quand je dis anciennes, qui datent du premier confinement. Mais quand on voit les données en France et ailleurs depuis, on est quand même sur une tendance de hausse de la consommation en France. Donc, pour donner l'exemple d'un sujet sur lequel je travaille, qui est le tabagisme pendant la grossesse, pour l'instant, c'est vraiment des données partielles et parcellaires que je vous donne vraiment à titre indicatif et qui nécessitent d'être confirmées à plus large échelle. Mais chez les femmes enceintes, par exemple, on observe dans certaines maternités plus de 10%, ou environ 10% d'augmentation de la consommation de tabac au cours de la grossesse par rapport aux années précédentes. Donc voilà,
tout ce contexte de la crise, des mesures de gestion liées à la crise, est un contexte qui pousse à la consommation ou à l'augmentation de la consommation chez les fumeurs. Et cette situation est d'autant plus problématique qu'en face, notamment dans le cadre du confinement, vous le savez, l'accessibilité aux soins hors Covid s'est réduite de façon extrêmement forte. Et pour vous donner l'exemple, là vous avez sur la courbe, c'est les délivrances de substituts nicotiniques, qui est un bon indicateur indirect de la prise en charge de sevrage tabagique. Et vous avez en jaune les chiffres 2019 par mois ou par semaine, en rouge les chiffres 20, et avec un moment en pointillé ce qui aurait été en 2020 sans la crise, et avec la cassure liée au confinement. Donc il y a eu une chute complète de délivrance de nicotine en pharmacie pendant ou de remboursement de nicotine pendant le confinement. Alors qu'on partait plutôt, vous voyez, de chiffres qui étaient plutôt élevés, mais qui sont liés à ce que vous savez. On est dans le mois sans tabac aujourd'hui, ce mois-ci, et donc on peut encore le souligner, le renforcer. Tous les acquis extrêmement forts et positifs en termes de politique, d'action et de résultats autour du tabac. Donc le fait qu'on soit meilleur en début 2020 qu'en 2019, n'est pas surprenant, mais là, on voit très clairement l'impact extrêmement fort du confinement, moins 22% de délivrance de nicotine concomitamment au premier confinement. On n'a bien sûr pas les chiffres encore aujourd'hui du deuxième, et malheureusement, ça n'a pas été rattrapé. Et on a une baisse du nombre de sevrages ou d'entrées dans le sevrage cette année. Donc, je n'ai pas encore les résultats sur le second confinement, mais donc on verra en fin d'année. Mais globalement, pour dire que la situation globalement incite, entre guillemets, ou en tout cas ce sont des facteurs qui sont plutôt des facteurs d'augmentation d'initiation, d'augmentation de la consommation chez les fumeurs et de moins motivation à l'arrêt. Et parallèlement, on a une offre de soins qui a été disloquée pour des raisons multiples dans le cadre des confinements. Diapositive suivante. Et en termes de conséquences sanitaires du tabagisme liées à la crise et à son mode de gestion, donc là, ce qu'on a montré sur la nicotine, donc sur une pratique clinique préventive, malheureusement, s'observe dans toute la chaîne du soin. Le confinement, la crise du Covid a entraîné une baisse extrêmement forte ou un retard extrêmement fort dans toute la chaîne du soin, que ce soit en prévention primaire, que ce soit dans les dépistages, que ce soit dans les prises en charge d'urgence, que ce soit dans le suivi des maladies chroniques, etc. On voit régulièrement des articles ou des alertes ou des éléments là-dedans, et c'est un vrai problème qui est lié au confinement lui-même et aux mesures du confinement, qui est lié à la peur que peuvent avoir les populations de se faire contaminer, qui est liée aux restrictions aussi côté système de soins, des prises en charge ou une adaptation des prises en charge. C'est un phénomène multiple et qui, en fonction des sujets, a des origines différentes. Mais très clairement, les prises en charge n'ont pas été optimales cette année. Et il y a, pour certains, dans certains champs, c'est même extrêmement inquiétant. Pour vous donner un exemple, vous avez ici, c'est dans un centre parisien, mais on a la même chose à l'échelle nationale en France. Là, c'est dans un centre parisien sur les admissions pour infarctus du myocarde. Et qu'est-ce que l'on voit ? C'est que concomitamment au confinement, moins 32% d'admissions. C'est-à-dire 32%, donc un tiers des patients attendu, du nombre attendu, une diminution d'un tiers, du nombre de patients admis pour infarctus du myocarde. C'est à peu près les chiffres qu'on a au national, moins 30, moins 40%. C'est pareil pour les accidents vasculaires cérébraux. Voilà, et c'est pareil sur plein de sujets de santé. Et pourquoi je parle de l'infarctus du myocarde ou de l'accident vasculaire cérébral ou des cancers ? Parce que
vous le savez, que le tabac est un des déterminants principaux, voire le déterminant principal de ces pathologies. Et donc, indirectement, le confinement, notamment, va entraîner une surmorbimortalité de pathologies qui sont des pathologies liées au tabac ou à une consommation de tabac pour une part attribuable assez forte. Et donc, on n'a pas les éléments là-dessus. Est-ce que ça va être une morbimortalité de court terme, de long terme, de moyen terme? Ça va être un peu tout ça. Pour l'instant, on n'a que des données assez parcellaires, mais qui sont quand même très inquiétantes. Là, par exemple, le registre parisien des morts subites. Donc, on a à Paris, il y a un registre très bien fait qui va documenter l'ensemble des morts subites, quel que soit le lieu de la mort, etc., a montré que pendant le confinement, 2 fois plus d'arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Donc peut-être qu'une partie de ces infarctus qu'on ne voit plus dans les services d'urgence, qu'on n'a plus vu dans les services de soins intensifs cardiologiques, etc., ce sont des gens qui sont morts à la maison parce qu'ils n'ont pas été pris en charge. 2 fois plus. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose, c'est une 3e, une 4e ou une 5e vague qui reste à explorer. C'est l'impact sur l'ensemble de la chaîne de soins et l'ensemble des pathologies des mesures de gestion de l'épidémie. Là, voilà, autre exemple, là c'était du 1er mars au 30 avril, sur les lieux de décès et l'augmentation en pourcentage par rapport aux années précédentes, à l'année précédente, du lieu de décès. Et vous savez qu'on a chaque semaine le bilan, enfin même chaque jour, le bilan en hôpital ou en maison de retraite. Et on voit qu'effectivement, il y a près de 20% de décès en plus à l'hôpital, et notamment attribuables à l'infection. Il y a 50% de décès en plus en maison de retraite et attribuables en grande partie à l'infection. Mais ce qui est intéressant et inquiétant, c'est que vous voyez, et ce n'est pas mesuré dans les statistiques que l'on a de façon quotidienne ou hebdomadaire, puisque ce sont les décès hospitaliers qui sont suivis, plus de 30% de décès à domicile. À quoi sont liés ces décès? Est-ce que c'est la Covid? Est-ce que c'est à des pathologies pas prises en charge? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Et les autres lieux, notamment lieux publics, etc., etc. Donc tout ça pour dire que on a quand même beaucoup d'indicateurs qui convergent pour dire qu'au-delà de la mortalité, la morbidité par la maladie infectieuse, on va avoir une énorme vague qui peut s'étaler peut-être sur plusieurs mois ou plusieurs années de morbimortalité pour des pathologies chroniques non pris en charge ou pris en charge avec retard pour plein de raisons et qui sont, pour beaucoup d'entre elles, attribuables au tabac, ou en tout cas pour lequel le tabac est le facteur de risque ou le déterminant majeur. Et donc, ça veut dire que la mortalité attribuable au tabac, vous connaissez les chiffres, enfin bon, ça varie selon les estimations, 70 000 morts par an, etc., probablement va augmenter ou possiblement va augmenter dans les années qui suivent de par cette rupture très forte de la prise en charge dans le cadre de cette épidémie. Diapositive suivante. Lien entre tabagisme et gravité de la Covid-19, diapo suivante. Alors sur ce sujet, et contrairement à ce qui a pu être dit parfois, les résultats sont extrêmement clairs. Là, j'ai mis 2 exemples de méta-analyses d'études publiées, mais on peut prendre, on a remis à jour les données assez récemment. Il y a eu des centaines d'études qui ont été publiées là-dessus et dont les résultats sont concordants. Les fumeurs évoluent plus défavorablement que les non-fumeurs quand ils sont infectés par la Covid. Et par évolution défavorable, c'est par exemple la nécessité de soins en réanimation, c'est par exemple le décès ou la combinaison des deux. Et pour vous donner l'exemple de cette méta-analyse qui était la plus complète au moment où j'ai fait la diapositive, plus 22% de formes graves et qui était définie par nécessité de soins intensifs ou de réanimation. Donc plus 22% de formes graves chez les fumeurs que chez les non-fumeurs, les fumeurs actifs que chez les non-fumeurs, et plus 70% des décès chez les fumeurs, parmi les non-fumeurs, parmi les patients hospitalisés. Donc c'était une analyse sur plus de 40 études et qui avait retenu les études les plus solides sur le plan méthodologique. Donc
quand on est infecté et fumeur, on a plus de risques d'évolution défavorable que quand on est infecté et non fumeur. Et ça, c'est incontestable et depuis, les données ont continué à s'accumuler et vont dans le même sens. Donc là-dessus, effectivement, parfois, il y a une idée reçue ou il y a des informations complètement fausses qui ont circulé à ce sujet. Fumer ne protège pas des évolutions défavorables, au contraire. Diapositive suivante. Et indépendamment de l'effet propre du tabac, ce qu'il faut savoir, c'est que les maladies liées au tabac, liées à la consommation de tabac, sont aussi des facteurs d'évolution défavorables. Par exemple, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, c'est en soi un facteur d'évolution défavorable, indépendamment du fait qu'on soit fumeur ou pas fumeur. Ça se surajoute. Hein. Je suis fumeur, non fumeur, j'ai une BPCO, pas de BPCO, et on a les deux représentent indépendamment un risque d'admission en soins intensifs, de décès, etc. etc. Donc, très clairement, hein, c'est que le tabac est de par lui-même, de par la consommation de tabac, mais aussi de par les pathologies liées au tabac qui sont des facteurs de vulnérabilité et d'évolution défavorable. Donc, si je voulais résumer ces deux diapositives, on meurt du tabac par la Covid-19, finalement, malheureusement, ça se surajoute parmi les causes de mortalité du fumeur, et qu'on meurt aussi de la Covid-19 par le tabac, puisque c'est un facteur de vulnérabilité important qui explique une partie des décès et des variations de décès dans les populations. Diapositive suivante. Donc enfin, lien entre tabagisme, poursuivre, lien entre tabagisme et risque d'infection. Diapositive suivante. Donc c'est sur ce sujet qu'il y a eu le plus de controverses, que les résultats sont très intrigants, parce que, voire contre-intuitifs, si on compare aux autres pathologies infectieuses, où globalement, le tabac, pour des raisons qu'on pourra discuter tout à l'heure, est considéré comme un facteur de risque potentiel, de par les gestes main-bouche, de par éventuellement le partage de cigarettes ou l'allumage du briquet, de par la proximité, etc., etc., de par la fragilisation du tissu oropharyngé pulmonaire. Globalement, le tabac est considéré comme un facteur de risque de s'infecter. Mais ce n'est pas du tout ce qu'observaient les premiers résultats en termes dans le cadre du Covid. Les premières données, ça venait de séries hospitalières qui montraient qu'il y avait beaucoup moins, parfois beaucoup moins de fumeurs parmi les patients hospitalisés qu'en population générale. Mais ça, on l'a montré, et si vous allez sur le rapport qu'on avait fait pour le Conseil de santé publique, on est même allé sur le terrain pour interroger des patients, etc. Ces données hospitalières, sur ce point-là, sont pour la plupart à jeter. C'est pour ça que j'ai fait un petit symbole de tri. Enfin, c'est pas à jeter, c'est à trier, parce que toutes les données sont intéressantes, une fois qu'on en connaît les biais. C'est parce que très clairement, c'est pas qu'il y avait moins de fumeurs, c'est que les fumeurs n'étaient pas déclarés, parce que quand on reçoit quelqu'un en urgence, on ne pense pas forcément à l'interroger sur le tabac. Et nous, quand on avait interrogé après les patients un par un, on avait augmenté, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais par 3 la proportion de fumeurs. Donc ça, ce n'est pas forcément de très bonnes données. Les données qui sont arrivées après, c'est des données de patients testés, quel que soit le mode de test, sérologie, PCR, etc., et qui montrent qu'effectivement, parmi ceux qui sont qui sont infectés ou qui ont été infectés, il y a moins de fumeurs que parmi ceux qui ne sont pas infectés. Donc là, c'est plus intriguant et plus convaincant. Enfin, diapositive suivante, pardon. Quand on regarde sur les données vraiment les plus solides, qui sont des données d'enquête en population, où là, on ne va pas sélectionner des patients en fonction d'un symptôme, en fonction d'un recours aux soins, parce que ça peut être biaisé. Je prends l'exemple d'un test. Je vais faire un test parce que je tousse. Je suis fumeur, je peux tousser par le tabac. Et donc, je fais un test parce que je tousse, le test va être négatif.
parce que ce n'était pas la Covid qui me faisait tousser, mais le tabac. Inversement, je tousse et je suis non-fumeur. J'ai la probabilité que ce soit par la Covid en période épidémiologique un peu plus fort. Donc effectivement, toutes les études qui sont basées sur une orientation diagnostique par la clinique, etc., sont potentiellement biaisées. Donc c'est pour ça que les études représentatives en population, où on va tester un échantillon de la population indépendamment de symptomatologie, d'une demande de soins ou d'une offre de soins, etc. Là, on a des données un peu plus convaincantes et qui sont assez concordantes. Là, j'ai pris l'exemple d'une grosse étude française conduite auprès de 16 000 personnes, qui n'est pas encore publiée au sens scientifique du terme, mais qui est accessible sur Internet à travers le lien que j'ai mis là. Et dans cette grosse étude française, vous avez l'analyse multivariée, etc., montre qu'effectivement, les fumeurs actifs sont moins à risque d'être positifs, donc d'avoir été contaminés au cours de l'épidémie, que les non-fumeurs ou les ex-fumeurs. Et il n'y a pas de différence, vous voyez, entre ex-fumeurs et non-fumeurs. C'est le petit chiffre que j'ai entouré en rouge, 0,71, ça veut dire 29% en gros de contamination en moins, presque un tiers donc des fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Donc ça, c'est vrai que c'est un résultat intriguant, ce qui n'est pas du tout contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on est infecté, l'évolution est plus défavorable si on est fumeur que non-fumeur. Là, c'est qu'il semble qu'un fumeur est moins infecté qu'un non-fumeur. Donc c'est une information complètement différente, mais qui est intéressante et qui est très intrigante, comme je vous l'ai dit, qui peut sembler contradictoire avec ce qu'on connaît classiquement des infections respiratoires. Diapositive suivante. Donc maintenant, la question, c'est comment expliquer ces résultats? Pourquoi les non-fumeurs sont moins contaminés que les fumeurs? Maintenant, je dis sont moins contaminés parce que les études solides et convaincantes, telles que je vous ai montré dans la diapositive précédente, épidémiologique française. Il y en a maintenant beaucoup dans le monde qui ont été publiées, une bonne dizaine de grosses études comme ça en population et qui ont des résultats assez convergents. Donc la question maintenant, c'est pas de dire est-ce qu'il se passe quelque chose, c'est pourquoi il se passe ce phénomène. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont envisageables et qui ne sont pas mutuellement exclusives. Hein. Moi, enfin, on en prend en discuter tout à l'heure, je pense que c'est un peu des trois qui se mélangent. Il y a la première qui a été énormément mise en avant, et parfois par des chercheurs ou des acteurs avec des gros conflits d'intérêts, qui est celle de la nicotine. C'est la nicotine qui protège. Et il y a des vrais arguments pour justifier cette hypothèse, et qui est notamment que la nicotine et la Covid se partagent, entre guillemets, un même récepteur, ACE2, et que ce récepteur d'enzyme de conversion d'angiotensine 2, c'est une voie d'entrée ou une des voies d'entrée du virus. Et ce récepteur est stimulé par le tabac et donc certains ont émis l'hypothèse que le fait de fumer, on sature finalement les récepteurs et ça laisse moins de portes d'entrée, pour parler simplement, au virus. Donc ça, c'est une hypothèse qui a été très mise en avant, voire c'est pratiquement la seule qui est mise en avant. Et comme je vous l'ai dit, hein, ça se comprend aussi de par les intérêts industriels à promouvoir cette hypothèse, alors que pourtant il y a deux autres hypothèses qui me semblent pas inintéressantes et quasiment jamais abordées, voire jamais, et qui me semblent intéressantes quand même à discuter. C'est ce que je vais faire tout de suite. Mais comme je vous dis, hein, je pense que, le plus probable, mais là c'est une intuition, c'est pas un fait scientifique parce qu'aujourd'hui personne n'est capable de le dire. Il y a un peu des trois. La deuxième hypothèse, c'est l'effet de la chaleur. Vous le savez, le coronavirus a la particularité de se développer de façon très importante dans la gorge, d'une part, et d'autre part, c'est d'être un virus qui est très sensible à la chaleur. Et on sait que fumer augmente la chaleur des voies aériennes supérieures de façon importante mais transitoire, et ça pourrait éventuellement être un facteur qui explique que finalement dès qu'on fume,
on va stériliser, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, la gorge, parce qu'on va tuer le virus, ou du moins, on va diminuer la charge virale, et vous savez que le risque infectieux est aussi dépendant de la charge virale. Et c'est une hypothèse qui est basée sur des travaux parfois anciens, sur d'autres maladies infectieuses. Enfin, si je sors du champ de la médecine factuelle, c'est les fumigations de nos grands-mères. Et derrière, effectivement, de penser que la chaleur peut avoir un effet anti-infectieux, c'est pas complètement surréaliste. C'est pas complètement surréaliste. Il y a un certain nombre d'hypothèses, un certain nombre d'éléments là-dessus, et ça pourrait contribuer à expliquer l'effet que l'on observe avec la cigarette. Et une troisième hypothèse, qui me semble une des plus crédibles et qui peut expliquer en partie de façon assez importante ce phénomène qu'on observe un peu partout et qui, à ma connaissance, n'a pas encore été fouillé et exploré, même si on aurait aujourd'hui les moyens de le faire, c'est une hypothèse socio-environnementale. Et pourquoi cette hypothèse socio-environnementale ? Parce qu'on sait que la Covid-19, c'est une maladie des contacts. Voilà, et d'où la distanciation physique, etc., et notamment des contacts en lieu clos, de par la diffusion aérosol principale de l'infection liée à la densité de l'exposition virale en lieu clos, à la durée de l'exposition en lieu clos, etc., d'où toutes les mesures aujourd'hui qui sont promues, masques, aération des lieux clos, tests CO2, etc. Donc, maladie des contacts, maladie des lieux clos. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des fumeurs non-fumeurs ? On sait que les fumeurs ont moins de contacts que les non-fumeurs et qu'il y a une distanciation physique qui devient de plus en plus forte. Là, j'ai pris une figure, par exemple, issue d'une cohorte de Christakis, qui est un des papes de l'analyse des réseaux sociaux réels. Je ne parle pas de Facebook, mais je parle des relations entre les humains, d'analyse des réseaux sociaux et du tabac, et qui montre que sur une longue période, là on est sur plusieurs décennies, que le nombre de contacts sociaux, l'intégration, la place dans le réseau social, qui était à peu près similaire il y a quelques décennies, je ne me rappelle plus si c'était les années 70 ou 60, j'ai plus l'échelle de temps de cet article, mais vous avez la référence, il est téléchargeable, qui était très similaire entre les fumeurs et les non-fumeurs, vous voyez, a tendance à s'éloigner, et avec des fumeurs qui ont de moins en moins de contacts sociaux. Et c'est lié aussi à la diminution du tabagisme, notamment, bon, c'est des données américaines, où la prévalence est plus faible qu'en France, mais c'est quelque chose qu'on observe aussi en France, notamment avec l'ancrage social et au sens catégorie socio-professionnelle de plus en plus fort du tabac, et avec des relations dans les deux sens. L'isolement social est un facteur de tabac et le tabac est un facteur d'isolement social de plus en plus important. Et comme la Covid est une maladie des liens sociaux physiques, ça peut expliquer, et d'autant plus important pour la Covid, que c'est une maladie des lieux clos. Et quand on analyse aussi les contacts sociaux et les comportements sociaux des fumeurs et des non-fumeurs, notamment depuis toutes les lois qui visent à réduire le tabagisme passif, on a des comportements très éloignés entre fumeurs et non-fumeurs. Les fumeurs sont moins souvent, été en tout cas avant le confinement, moins souvent dans les restaurants qu'en terrasse, par exemple. Les fumeurs dans les grandes villes, ça a été observé à Paris, à Londres, utilisent moins souvent les transports en commun que les non-fumeurs parce que ça les empêche de fumer et utilisent la voiture. Les fumeurs sont moins souvent exposés au lieu de travail que les non-fumeurs parce qu'ils sortent fumer toutes les heures, et ça pourrait protéger du Covid. Globalement, les analyses montrent qu'un fumeur passe 10% de son temps de travail à fumer ou à aller fumer ou à rentrer de fumer. Et donc tous ces facteurs, si on les modélise, montrent que le risque de contamination d'un fumeur est par nature plus bas qu'un non-fumeur, pas par la nicotine, mais par les changements ou l'impact du tabagisme sur le mode de vie, sur les contacts sociaux, sur la présence en lieu clos, que ce soit en milieu du travail, dans les lieux de convivialité, etc. Et ça peut être un facteur de moindre risque important.
Donc on a besoin effectivement de recherche pour affiner tout ça, parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire est-ce que c'est la nicotine, est-ce que c'est les comportements de fumeurs et tout. Donc ce qu'il faudrait pour ça, très clairement, il y aurait une solution assez simple, c'est d'avoir des analyses pour d'autres formes d'utilisation de la nicotine que le tabac fumé, à travers la cigarette électronique, à travers les substituts nicotiniques ou à travers les formes non fumées comme le snus en Suède et autres. Mais à ce jour, enfin en tout cas j'ai revérifié hier avant la conférence d'aujourd'hui, ces données n'existent pas ou pour l'instant n'ont pas montré des faits, ou en tout cas il n'y a pas d'éléments qui montrent que d'autres formes d'utilisation de la nicotine que le tabac fumé protégeraient, comme le tabac fumé, de l'infection. Mais c'est plus par manque de données que par données qui sont extrêmement... qui confirment ou qui infirment l'hypothèse. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Laquelle de ces trois hypothèses est la plus forte et quelle est la part, c'est plutôt comme ça, je pense qu'il faut raisonner, quelle est la part de ces trois hypothèses dans l'explication. Diapositive suivante, et même suivante. Au-delà de l'aspect individuel ou de soins ou de prise en charge, il y a un vrai problème aussi de la crise. C'est que c'est aussi une crise de la décision en santé. Enfin, on l'a vu globalement sur la Covid, mais plus globalement, très clairement, l'industrie du tabac, et j'aurais pu parler aussi de celle de la cigarette électronique, ça lui a permis de mettre le pied dans la porte, et à plein de niveaux. Et très clairement, la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, signée par la France comme par beaucoup de pays, il y a des obligations très importantes dans cette convention sur l'absence d'influence de l'industrie sur la décision publique, etc., etc. Et la crise, sous prétexte d'une mobilisation de toutes les forces pour lutter contre l'épidémie, a été l'occasion de mettre des vrais coups de canif sur ces principes, et l'industrie en a profité. Elle a profité de la naïveté et ou de la complexité des pouvoirs publics. Je vous donne des exemples très concrets. Le fait qu'en France, les bureaux de tabac aient pu être considérés comme commerce essentiel. Vous vous rendez compte du message que l'on fait passer à la population, que les bureaux de tabac sont des commerces essentiels, alors que l'habillement d'un enfant de 4 à 6 ans n'est pas quelque chose d'essentiel. Enfin bon, pour prendre un exemple, derrière, c'est un message qui est très contre-productif en termes de politique publique. Même si après le tir a été corrigé, où on a joué sur le côté un peu marchand de journaux des bureaux de tabac, et que le texte réglementaire a été très discret là-dessus. Mais c'était clairement dans le discours à l'époque d'Édouard Philippe, rappelez-vous, lors du premier confinement. Deuxièmement, l'industrie, elle a profité de l'union sacrée, entre guillemets, contre le virus, pour arguant de la responsabilité sociale des entreprises, pour proposer des aides financières, des aides matérielles au gouvernement, et en communiquant beaucoup là-dessus. Là, je vous ai pris un exemple roumain. Pas parce qu'il y avait une spécificité roumaine, mais l'avantage, c'est que c'est lisible à peu près, c'est une langue latine en français. Vous voyez que Philip Morris, par exemple, a donné plus d'1 million de dollars à la Croix-Rouge roumaine pour participer à la lutte contre l'infection à travers des équipements de respirateurs, d'équipements de protection, etc., etc. Et beaucoup d'États ont accepté ces aides parce que voilà, c'est une mobilisation de tout le monde, et que l'industrie du tabac est une industrie sociale et vertueuse, et qui, comme tout le monde, participe à une mobilisation collective. Et où alors ça avait été la communication, plus aujourd'hui, de l'industrie du tabac qui explique que grâce à la nicotine, c'est aussi un outil de fabrication et qui pourrait aider à fabriquer des vaccins, etc., etc. Et il y avait eu à l'époque des communications autour que finalement c'est l'industrie du tabac qui serait les premiers à sortir des vaccins contre l'infection, etc., etc., etc. Sans parler de toute la confusion sur la recherche, que je vous ai montré sur ma première ou deuxième diapo, de publications par des auteurs perclus de conflits d'intérêts, affichaient bien sûr pas dans leur déclaration d'intérêt, et qui visaient à faire un rideau de fumée, pour reprendre l'expression de Gérard Dubois, si je me souviens bien. Donc tout ça pour dire que c'est aussi un risque, et c'est pour ça que
qu'il y ait eu le choix politique par Santé publique France et les pouvoirs publics et les acteurs de maintenir le mois sans tabac, parce qu'à un moment, ça avait été peut-être un élément de discussion. Hein. Il y a une priorité, c'est la Covid, on oublie tout le reste, mais d'avoir affirmé, je trouve, le mois sans tabac et de l'avoir maintenu sous d'autres formes, je pense que c'est un message extrêmement important pour montrer que les pouvoirs publics continuent à faire du tabac une priorité et que ces tentatives qu'a l'industrie du tabac de profiter de la crise pour replacer ses billes ou ses pièces sur l'échiquier doivent faire long feu et j'espère feront long feu. Diapositive suivante. Et suivante même. Donc pour conclure, il y a une vraie responsabilité de tous, des chercheurs qui communiquent à tort et à travers, et malheureusement ce n'est pas spécifique au tabac, des pouvoirs publics à tous les niveaux. Et là, lors des premiers résultats sur tabac Covid, ils ont été très imprudents dans leur communication là-dessus. Des médias, des acteurs de prévention, des acteurs du soin, il y a une vraie responsabilité de ne pas dire n'importe quoi. C'est en particulier dans ce contexte anxiogène où la moindre porte de sortie de la crise, peut-être les gens vont s'en emparer. Donc il faut être très, très, très prudent. Et le rôle de la santé publique, c'est aussi de mettre les choses en perspective. De ce que l'on sait aujourd'hui de la Covid, 0,3 à 0,5% de létalité. Ce que l'on sait aujourd'hui du tabac, 30 à 50% de létalité. Donc très clairement, voilà, et si je traduis ça différemment, un fumeur a 100 fois plus de risque de mourir du tabac qu'une personne atteinte de la Covid-19 de mourir de la Covid-19. Donc même si on pouvait montrer que le tabac diminuait le risque d'infection de 10, de 20, de 30%, mais c'est peanuts par rapport au risque de continuer à fumer ou encore plus, a fortiori, de se mettre à fumer. Parce que si on prend sur une génération, puisque finalement, le tabac, c'est 70 000 morts par an, donc sur une génération de 50-60 ans, faites l'addition. C'est des millions de morts du tabac à mettre à côté de ces dizaines de milliers de morts du Covid. Donc l'idée, c'est pas de faire une balance morbide ou sordide, mais c'est de mettre les choses en perspective. Chaque mort évitable doit être évitée, bien sûr, mais si pour éviter un mort de la Covid, j'en génère de façon directe ou indirecte 10, 50, 100 du tabac à court, moyen ou long terme, j'aurais pas fait mon job de santé publique et j'aurais pas fait mon job de soignant ou de décideur ou de citoyen. Donc là, je pense qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi et il faut affirmer clairement. Et voilà, on est dans le mois sans tabac, donc on en profite. Le tabac, la nicotine, ou quelles que soient ses formes, n'est pas une solution et ne sera pas une réponse à cette crise, malheureusement. Hein, on aimerait tous trouver des réponses et ça serait contre-productif, voire criminel, parce que maintenant que l'ensemble des parties prenantes sont informées et clairement informées, de ne pas prendre en compte ce risque-là et ce rapport résumé dans cette diapositive de façon extrêmement simple, voire simpliste, mais juste en tout cas. Diapositive suivante. Donc tout ça, c'était pour remercier les collègues avec qui j'ai travaillé sur ces sujets. On vient de publier il y a 15 jours ou un peu plus, en courant octobre, un article qui résume un peu tout ça, qui est en accès gratuit sur Internet et que vous pouvez télécharger, qui résume un peu, qui complète ce que je viens de dire et qui l'étaye à travers des références scientifiques si vous voulez aller plus loin et qui reprend donc les éléments que j'ai exprimés au cours de cette conférence. Donc merci beaucoup de votre attention et comme c'était indiqué, maintenant je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, à vos remarques, etc., etc. Enfin, j'ai pas de données là-dessus. Quand on voit les données générales, enfin, j'ai pas d'informations qui m'indiquent ce genre de résultats très clairement. Et je ne sais pas d'où vous avez ce résultat. Mais c'est pas ce que j'ai vu passer. Et à ma connaissance, et j'ai justement refait la synthèse dans la perspective de cette présentation,
J'ai revu toutes les études sur les liens sociaux, sur les contacts sociaux, enfin on devrait dire contacts physiques, sur les utilisations, les lieux fréquentés par les uns les autres, et je n'ai trouvé aucune étude solide, mais vous en avez peut-être une, hein, donc je ne suis pas omniscient et loin de là, aucune étude solide qui comparait fumeurs et non-fumeurs. Mais j'ai trouvé de tout, hein, aller promener son chien, pas promener son chien, laver ses légumes, pas laver ses légumes. Voilà, on voit beaucoup d'éléments, mais le tabac est souvent n'est pas pris en compte dans la plupart des études solides, ce qui est dommage d'ailleurs. Et donc, je n'ai pas vu d'éléments tels que vous l'indiquez. Mais c'est possible que ça existe, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est plus de 50 000 maintenant études qui sont sorties autour du Covid dans tous les sens, des fois très sérieuses, des fois farfelues. Et ce qui est compliqué par rapport aux démarches classiques de recherche documentaire, c'est qu'elles ne sont pas toutes publiées. Il y a beaucoup de plateformes dites de pré-publication. Et donc, c'est très difficile d'avoir une recherche et des données à jour. Donc, j'ai pu passer à côté de quelque chose. Mais sincèrement, j'ai rien vu là-dessus. L'avantage de ces pauses tabac, c'est qu'elles se font à l'extérieur. Oui, et qu'on sait que le risque est à l'intérieur. Donc, je pense qu'un fumeur qui va fumer avec un autre fumeur en dehors a moins de risque qu'un non-fumeur qui reste sur son poste de travail. Après, ça dépend de l'entreprise, de l'aération, de comment l'air est renouvelé, est-ce que les fenêtres sont ouvertes, pas ouvertes, etc. Enfin, là, avec l'hiver qui arrive, ça va devenir plus problématique. Mais très clairement, sortir protège. Et que probablement, effectivement, qu'un fumeur, et ça, on a des données solides là-dessus, hein, sort en moyenne 1 fois par heure pour aller fumer. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, tout lien, même minime, les gens sont ravis, hein. On voit des couples, par exemple, qui se battaient pour ne pas faire les courses, qui maintenant se battent pour aller faire les courses parce que je veux voir quelqu'un. Enfin bon, je caricature un peu, mais c'est vrai que dans ce contexte, et surtout là, avec ce deuxième confinement, et c'est ce que je vous ai dit, hein, les données de Santé publique France l'objectif de façon très nette, les gens ne sont pas bien aujourd'hui. Les gens ne sont pas bien, ont besoin de liens sociaux, même minimes, même partiels, et tout est prétexte à lien social. Hein. Alors, c'est vrai que ça intrigue beaucoup de chercheurs, ce résultat hein, paradoxal que les fumeurs sont moins contaminés que les non-fumeurs, parce que tout ferait qu'ils devraient être contaminés. Ils partagent des produits, ils partagent des moments de convivialité, comme ça a été souligné dans la question précédente, ils enlèvent leur masque, ils mettent les mains à la bouche pour fumer, etc. etc. Donc on pourrait penser que le risque est plus fort chez les fumeurs pour toutes ces questions de comportement, de micro-comportement liés à la consommation de tabac. Mais les résultats ne montrent pas ça du tout. C'est ce que je vous ai montré. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la question qui se pose aujourd'hui, et il y a quelques résultats inquiétants, c'est en termes de tabagisme passif. Et notamment pour des contaminations à l'intérieur. Donc, ce n'est pas tellement le tabac classique, mais la chicha, par exemple. Il y a des études qui montrent qu'effectivement, consommer ensemble la chicha, dans des lieux fermés ou semi-fermés, se partager le dispositif, ça peut être un risque direct par contamination physique, manuportée, mais ça peut être aussi un risque environnemental. Donc effectivement, la question semble... On a des éléments, quelques exemples de clusters, etc., qui dit que notamment en lieu fermé, et notamment pour des consommations type chicha, qui sont tolérées, en tout cas, même si ça ne devrait pas en lieu fermé, il y a un vrai risque. Par contre, tout ce qu'on suspectait être des risques supplémentaires chez les fumeurs, c'est toujours, ça s'argumente, mais on n'a pas aujourd'hui de données qui le montrent dans un sens comme dans l'autre. C'est une très bonne remarque. J'ai analysé hein, ces données et malheureusement, dans toutes ces études sociométriques qui analysent finalement le comportement des gens, leurs relations, j'ai vu combien de personnes dans la journée, où, etc., qui sont extrêmement intéressantes et qui montrent qu'il y a une différence confinement et non-confinement, qui montrent aussi toute la problématique, d'ailleurs, qui explique aussi une part des inégalités sociales
des personnes qui, même en cours de confinement, ne peuvent pas télétravailler versus ceux qui ont la possibilité de télétravailler, etc. etc. Ceux qui vivent dans le domicile, enfin la taille du domicile, enfin tous ces éléments existent et montrent que ce sont des facteurs de contamination, mais malheureusement, dans toutes les études, et je vous dis, je les ai revues là pour préparer la communication, le tabac n'est pas pris en compte. Donc je sais si les gens ont un chien ou pas de chien, je sais s'ils lavent leurs légumes, pas leurs légumes, c'est ce que je vous ai dit, je sais s'ils ont 2-3 personnes à la maison, je sais s'ils télétravaillent, pas télétravaillent, si c'est dans un commerce, dans une administration, s'ils prennent le bus ou qu'ils vont en vélo, je ne sais pas s'ils fument ou s'ils ne fument pas. Donc si parmi les auditrices et auditeurs, certains ont ces éléments, je serais ravi de les prendre, mais aujourd'hui, le tabac n'a pas été intégré parmi les facteurs qui seraient importants à prendre en compte pour comprendre les comportements des uns et des autres. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage, parce que les données existent, les outils maintenant avec le big data sont très intéressants pour savoir où sont allés les gens, qui ils ont rencontrés, combien de temps, etc. etc. Donc on a tout ce qu'il faut, sauf que la variable tabac n'est pas prise en compte. Non, mais c'est une vraie question, hein. Je pense sincèrement qu'il fallait les laisser ouverts d'une façon ou d'une autre. Moi, mon problème, ce n'était pas de les laisser ouverts d'une façon ou d'une autre, c'est de les afficher politiquement dans un discours de Premier ministre que c'est un commerce essentiel. Et d'ailleurs, le texte réglementaire qui ne les cite pas tout en les intégrant à travers la fonction presse des bureaux de tabac permettait de les laisser ouverts, mais sans afficher ça comme un commerce. Et on est dans le mois sans fort, c'est quand même un message fort. Et par ailleurs, on aurait pu profiter, un peu comme on fait maintenant dans le mois sans tabac, certains pays l'ont fait, hein, pour renforcer l'aide, pour dire voilà, vous êtes confinés, vous fumez, mais on vous aide, on vous envoie de la nicotine à domicile, enfin que sais-je, on met en place, on renforce ces dispositifs, et ça aurait pu fonctionner. Pour vous donner un exemple concret, bon, on est sur des résultats très très préliminaires, donc je ne vous donne pas de résultats précis, mais je vous ai dit que sur les femmes enceintes, sur une enquête sur quelques maternités, on est à plus 10% de consommation pendant le confinement et en post-confinement. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a testé un programme visant à réduire le tabagisme de la femme enceinte et justement profiter, entre guillemets, enfin, ou en tout cas, malgré ce contexte très difficile, de quand même mettre en œuvre le programme et de s'appuyer. Et on est à 30% de fumeuses de moins versus plus 10 ailleurs. Donc c'était possible d'en faire une opportunité pour aider les fumeurs à arrêter de fumer plutôt que de leur dire le message que c'est essentiel. Donc effectivement, de façon pragmatique, interdire le tabac et faire une prohibition dans ce contexte qui était déjà complexe pour tout le monde, c'était pas une bonne mesure. Mais de là à l'afficher et montrer que c'était vital de laisser ouverts les bureaux de tabac comme c'est vital pour une pharmacie ou pour un commerce alimentaire, c'est une erreur de communication politique, on ne peut pas dire ça autrement. Et ne pas en avoir... Voilà, Santé publique France a communiqué un petit peu là-dessus, mais on aurait pu en faire une vraie opportunité pour accompagner les fumeurs, pour arrêter de fumer. Parce que ça a été en plus une difficulté pour beaucoup d'entre eux, hein, parce qu'il y avait moins d'achats transfrontaliers. Aussi, il y avait moins les autres sources d'approvisionnement du tabac, donc certains se sont retrouvés dans des situations de sevrage par faute de tabac quasiment, j'allais dire, environnementale et qui aurait pu nécessiter aussi de l'accompagnement et qu'on aurait pu lui offrir. Mais malheureusement, l'offre a été plus complexe et a chuté sur la même période. Ça, c'est une étude qui est annoncée depuis longtemps et réannoncée régulièrement, qui est portée par l'équipe de La Pitié, justement, qui avait lancé le buzz au printemps, donc, que je vous ai présenté sur la une des diapos, et qui, eux, sont tête baissée, j'allais dire, dans cette hypothèse nicotine, et qui, effectivement, voulaient proposer un essai thérapeutique où on donnait de la nicotine à des non-fumeurs versus pas de nicotine ou placebo, et pour montrer que ça protégeait de la Covid. Mais pour moi, c'est un non-sens. Enfin, sur le plan de la santé publique,
effectivement, de se dire les professionnels de santé sont à risque d'infection important. Si on réduit le risque d'infection, c'est bien. Mais si on génère une dépendance à la nicotine d'un autre côté, etc., enfin, sachant que ça s'adresse à des professionnels de santé, actifs, etc., donc le risque de mortalité par Covid quasi nul, même si on réduit l'infection, on réduit la transmission, etc., etc., donc il peut y avoir des bénéfices indirects, mais on ne peut pas, sur un sujet comme ça, regarder ça par le petit bout de la lorgnette sans prendre le phénomène dans son ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, si je fais fumer quelqu'un, par exemple, c'est mieux que d'avoir la Covid ou le risque de Covid ou de diminuer le risque de Covid. Enfin, si on raisonne dans un rapport bénéfice-risque global, pour moi, mais là c'est mon avis, c'est un non-sens de mettre en place ce genre d'études. L'intérêt de ce genre d'études, par contre, c'est que là, ça permettrait de démontrer de façon incontestable est-ce qu'il y a un effet propre de la nicotine et pas de nicotine. Mais c'est un peu apprenti sorcier, je trouve. Parce que si on démontrait l'effet de la nicotine, est-ce que ça veut dire qu'il faut la prescrire? Surtout pas. Mais si on le démontrait l'effet, est-ce qu'on pourrait ne pas la prescrire? Ben non. Et donc, on risque d'avoir des effets indésirables beaucoup plus forts que le bénéfice potentiel d'une diminution du risque d'infection chez les professionnels. Parce que même en prenant l'hypothèse maximum, en considérant que les moins 30%, c'est que la nicotine, qu'il n'y a pas l'effet social, qu'il n'y a pas l'effet chaleur, même 30%, c'est rien, c'est moins que le masque, c'est moins que des mesures beaucoup plus simples d'aération des locaux, c'est moins que des mesures de restriction, enfin voilà, de mesures qui sont beaucoup moins à risque d'effets indésirables, individuels ou collectifs. Donc, pour l'instant, l'étude n'a pas démarré à ma connaissance. Ça fait plusieurs mois qu'ils annoncent régulièrement le démarrage. Il y a un bon marketing autour de l'étude, mais à ma connaissance, en tout cas, ces dernières semaines, elle n'avait pas encore démarré. Même si, effectivement, c'était le projet, le protocole avait été déposé assez tôt, fin avril ou mai dernier. C'est qu'on a des récepteurs, notamment dans les poumons et ailleurs, les ACE2, qui sont des récepteurs de la nicotine. Donc la nicotine va se fixer sur ces récepteurs. Et par ailleurs, il s'avère que ce sont les mêmes récepteurs qui sont des récepteurs sur lesquels se fixe la Covid et qui pourraient expliquer aussi le risque d'infection ou de maladies graves, etc. Et donc certains expliquent en disant, voilà, si en gros la nicotine a pris la place des récepteurs, le virus ne peut plus prendre cette place et donc on diminue le risque d'infection. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que dans les études sur la gravité chez les fumeurs, ils expliquent ça de façon inverse. Parce qu'on est fumeur, on stimule les récepteurs et donc on est plus à risque d'avoir des formes graves. Donc voilà, c'est des hypothèses physiopathologiques. Il y a un fait, ça on le sait, voilà, il y a des récepteurs communs entre les deux. Donc ça peut expliquer qu'il y ait des interactions complexes entre nicotine et Covid, mais c'est encore au stade de la recherche. Les risques principaux liés à la consommation de tabac, vous savez qu'ils sont multiples, liés à plein de facteurs, c'est l'exposition aux composés de la fumée de tabac. Et la nicotine en elle-même, il y a beaucoup d'études, et là, il y a un tombereau de publications qui vont dans tous les sens sur l'effet cardiovasculaire, l'effet neurologique, etc., etc., etc. Mais globalement, sur l'impact sanitaire du tabac, c'est pas la nicotine, c'est tout le reste. Par contre, la nicotine, c'est l'élément clé ou un des éléments clés de la dépendance. Et ça, c'est pas négligeable. Mais la nicotine en elle-même, en tout cas sur le court terme ou le moyen terme, à ma connaissance, même si je vous dis, vous interrogerez 10 experts, ils vous diront les choses différentes parce qu'il y a une littérature, c'est un tombereau de littérature, et selon les approches que l'on a, plus physiologiques, plus cliniques, plus ça, on pourra vous dire des choses différentes. Mais notamment à court terme, c'est considéré comme non toxique, d'où, par exemple, la recommandation très forte de donner de la nicotine à des femmes enceintes. Parce que, voilà. Et c'est pas la nicotine qui est le problème, enfin je parle en termes de conséquences sanitaires. Par contre, la nicotine, effectivement, contrairement
aussi ce que cherche à vendre l'industrie du tabac, de la e-cigarette ou autre, bien sûr, il y a tout le problème de la dépendance au tabac, ça c'est sûr. Mais en termes de toxicité, et notamment à court terme, je parle à des doses thérapeutiques, hein, parce que je ne parle pas des surdoses, etc., etc. Mais enfin bon, c'est quand même rare, notamment avec des formes comme le patch. Mais voilà, à dose d'utilisation, ce n'est pas considéré aujourd'hui comme toxique. Mais c'est important de le préciser, parce que je prends l'exemple femme enceinte, même des professionnels de santé disent à des femmes enceintes, et on l'entend encore aujourd'hui, bon, vaut mieux continuer à fumer un peu que d'être stressé, là, ou alors, non, si vous arrêtez, c'est tout seul, parce que je ne veux pas vous donner de la nicotine. Ce qui est un non-sens total, parce qu'il vaut mieux avoir des patchs que fumer, hein, quand on est une femme enceinte. Mais voilà, il y a cette idée reçue, enfin qui n'est pas neutre, hein, c'est que pendant longtemps, l'industrie du tabac aussi a essayé de décrédibiliser les traitements substituts nicotiniques, d'empêcher qu'ils soient mis sur le marché, d'empêcher qu'ils soient mis au remboursement, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, hein, c'est parce qu'on peut entendre beaucoup de choses, mais très clairement, si vous regardez les récentes, on donne de la nicotine à tout le monde, enfin tout le monde. Il y a bien sûr, comme toujours, des contre-indications. Il peut y avoir des contre-indications, et ça, les tabacologues vous l'expliqueront. Je ne suis pas tabacologue, hein, je le précise pour ça, c'est important. Mais les indications sont extrêmement larges. C'est un gros débat. C'est un gros débat, une grosse question. D'ailleurs, il y a un autre groupe du Haut Conseil de la santé publique qui actuellement travaille sur la e-cigarette, notamment e-cigarette et enfin les avantages, les bénéfices, les risques, etc. Et parmi, vous savez, les gros débats sur la e-cigarette à la nicotine, c'est chez les ados notamment. Est-ce que le fait de consommer de la nicotine par la e-cigarette est un déterminant de la consommation de cigarettes, enfin de tabac fumé? Et donc, est-ce que le fait de consommer de la nicotine par une autre voie que le tabac fumé est inducteur ou à risque de consommer, d'initier une consommation de tabac fumé? C'est un débat, il y a beaucoup de données contradictoires, et le Haut Conseil de la santé publique s'est plongé sur cette question, parce que c'est une question vraiment importante, hein, qui est une question vraiment importante. Bon, pas trop sur les substituts nicotiniques, parce que les utilisations sont chez les fumeurs. Il y a peu d'utilisations comme ça chez les non-fumeurs. Mais la question, effectivement, est extrêmement importante sur la cigarette électronique, parce que c'est un dispositif, pour la plupart d'entre elles, de consommation de nicotine. Et est-ce que chez un non-fumeur qui utilise la cigarette électronique, ça peut induire ou pas une dépendance conduisant ou pas à une consommation de tabac? Et ça, c'est aujourd'hui une question, je vous dis, hein, qui est en cours d'investigation, notamment par le Haut Conseil de santé publique, et pas le seul, hein, puisque c'est une vraie question au niveau international, entre le bénéfice potentiel de la e-cigarette comme outil de sevrage tabagique, et d'un autre côté, le risque potentiel de la e-cigarette comme mode d'entrée dans le tabac. Et comment socialement on prend en compte ces deux éléments qui, dans les deux cas, sont encore aujourd'hui mal étayés. En un mot, continuer. Mais oui, parce que oui, la période est vraiment critique. La population n'est pas bien, hein. Je redonne les chiffres de Santé publique France. Je ne suis pas sponsorisé par Santé publique France, mais bon, je critique tellement souvent les pouvoirs publics que parfois il faut souligner les aspects positifs. Mais enfin, dans le suivi que fait Santé publique France du risque psychosocial, voilà, on a une population qui n'est pas bien. Ça peut être aussi paradoxalement une voie d'entrée, un teachable moment, ou une bonne occasion aussi de se poser des questions sur sa santé, sur son mode de vie, etc. Et donc, ça peut être un bon moment pour arrêter de fumer aussi. Et donc, il faut se saisir de ces moments, et donc il faut accompagner les personnes. Mais effectivement, c'est pas simple, ça, avec le confinement, avec les restrictions de mouvement, avec ça. Donc,
Il y a plein de tabacologues qui ont imaginé d'autres moyens en visio, en téléconsultation. Ça nécessite d'être évalué, ce qui est possible de faire ou pas. Il y a l'éventail des outils aussi d'accompagnement en plus de la prise en charge par les professionnels de santé, tabac, infoservices, etc., etc. Mais en tout cas, c'est important de continuer et de renforcer. Et peut-être, c'est aussi une occasion, enfin, il n'y a pas besoin de la crise pour penser comme ça, mais c'est une occasion encore plus forte de penser à l'organisation. C'est ce qu'on a fait dans ce que je vous ai cité sur tabac, femmes enceintes, et on a d'autres programmes qui visent d'autres types de populations. Le problème aujourd'hui du sevrage tabagique, c'est c'est beaucoup d'occasions perdues. On ne pose pas la question, alors que l'enjeu, c'est faire que chaque contact compte, comme disent les Anglais. Donc il faut que tout professionnel de santé pose la question, quel qu'il soit, et en particulier les professionnels qui peuvent prescrire aujourd'hui, donc non seulement les médecins, mais les dentistes, les kinés, les sages-femmes, les infirmières, etc., etc. Donc les établissements, enfin, faut poser la question, c'est essentiel. Et il faut amorcer la prise en charge. Et pour 80% des fumeurs, les professionnels de premier recours peuvent le faire, peuvent prescrire la nicotine, peuvent réfléchir avec le patient, faire une intervention brève, peuvent mettre en œuvre un suivi qui soit en direct ou après la première consultation, pourquoi pas par téléphone ou en téléconsultation, etc., etc. Pour les effectivement, co-consommation, comorbidité, etc., les adresser à des collègues spécialistes. Mais en tout cas, voilà, c'est la problématique globale du système de santé français qui est ce manque d'organisation qui n'est pas spécifique au tabac, mais le fait de toutes ces occasions ratées, de cette prise en charge qui n'est pas amorcée. Voilà, je reprends l'exemple de la femme enceinte, enquête nationale périnate. Une femme enceinte sur 5, on ne lui a pas posé une seule fois la question, alors qu'elle a plus de 10 contacts au cours de la grossesse avec le médecin traitant, la sage-femme, la maternité, etc., le pharmacien, etc., etc. Une fois sur 5, elle n'a pas eu une seule fois la question qui lui est posée. Et quand elle lui est posée, dans moins d'un cas sur 2, on lui propose un accompagnement. C'est ça la situation aujourd'hui. Et j'ai pris l'exemple de la femme enceinte parce qu'il n'y a pas plus consensuel. Voilà, je n'ai pas parlé du vaccin ou du dépistage du cancer du sein, par exemple. Donc, même sur un sujet consensuel où on a les outils, on a les thérapeutiques, on a les organisations, on a les moyens, on a la volonté politique, on a les professionnels, les maternités qui veulent s'investir. Donc, même sur le sujet où on a tous les ingrédients, on ne fait pas. Donc, c'est pour ça, c'est que le continuer, ça c'est sûr, mais que chaque professionnel de santé pose la question, voilà, c'est essentiel pour le tabac d'ailleurs, comme sur l'ensemble des pratiques cliniques préventives, un statut vaccinal, etc., et amorce une prise en charge. Et ce qui est facilité aujourd'hui, le fait d'avoir ces nouveaux prescripteurs de nicotine, ça facilite. Le dentiste, c'est un moment parfait aussi, parce que le dentiste, il voit l'état bucco-dentaire et il peut aussi faire au patient, lui montrer, lui expliquer, lui démontrer et en faire une porte d'entrée aussi sur pourquoi pas entamer un sevrage. Le kiné aussi, il a plein de portes d'entrée. La sage-femme, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est en mobilisant les sages-femmes qu'on a eu ces très très bons résultats dans ce pilote, etc. etc. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'occasions ratées. Et les tabacologues, effectivement, continuent et doivent prendre en charge les cas les plus simples, etc. Mais il y a tout un enjeu aussi que les tabacologues aident les professionnels de premier recours à mettre le pied à l'étrier. Parce que c'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas poser la question, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de la réponse, parce qu'ils... et c'est pas très complexe prendre en charge un fumeur simple. Quand je dis un fumeur simple, voilà, sans comorbidité psychiatrique, sans coaddiction, sans maladie chronique, sans X échecs avant, voilà. Et en accompagnant un peu les professionnels de premier recours, en les outillant un peu, en étant là en tant que spécialiste tabaco-addicto, en accompagnement de ces professionnels de premier recours, on peut obtenir vraiment des résultats à très court terme et impressionnants. Je vous dis, plus 10% de fumeuses dans les maternités où on n'a pas mis en place le programme pendant le confinement, moins 30% dans celles où on l'a mis en place. Donc, mais des résultats très provisoires, les écrivez pas, entre guillemets, parce qu'on est encore en train de les affiner. Mais c'est pour dire que c'est possible d'avoir des résultats sur des choses très simples. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a juste dit aux professionnels de premier recours, en l'occurrence les sages-femmes, vous pouvez poser la question. Si on vous dit oui, je veux arrêter, vous pouvez
expliquer un peu quelles sont les alternatives, prescrire une première nicotine et voir après ce qui se passe, enfin reprendre des rendez-vous, etc., etc. C'est tout simple. En disant ça, je ne veux pas décrédibiliser les complexités de la prise en charge et tout, mais amorcer la pompe, c'est tout simple. Poser la question, fumez-vous, oui, non? Et si oui, souhaitez-vous arrêter? Je caricature un petit peu. Et on le voit, hein, il y a plein de barrières que se donnent les professionnels en disant non, mais les gens ne vont pas vouloir que je pose la question, c'est intrusif, c'est ci, c'est ça. Donc c'est plus des questions de représentation des professionnels ou de tabou, et notamment femmes enceintes. C'est vrai que socialement, ce n'est pas forcément bien admis de fumer, donc certains professionnels n'osent même pas poser la question. Donc c'est plus de l'ordre de la représentation que de la compétence ou de la connaissance. Hein. Tout professionnel de santé, il n'y a pas besoin de les former très longtemps, quelques minutes à quelques heures, pour être en capacité d'amorcer un sevrage qui peuvent suivre jusqu'au bout s'ils se forment là à un sevrage complet, ou alors ils peuvent passer la main à un confrère, une consoeur tabacologue, s'ils ne sont pas capables ou ne peuvent pas ou n'ont pas envie ou si le patient ne souhaite pas faire un sevrage complet. Mais voilà, donc je suis allé un peu au-delà de votre question, mais pour dire que ce qui était valable avant le Covid le devient encore plus, et profitons de ce drame, de ce maelstrom, un petit peu de tous ces repositionnements du système de santé, justement pour mettre le pied dans la porte de meilleures organisations. Et ça permet de donner des opportunités, parce qu'on le voit au niveau hospitalier comme sur les territoires. La gestion du confinement, de la crise, ça a obligé les acteurs de terrain à être inventifs. Ils se sont parlé, et même des fois des acteurs qui ne se parlaient pas entre eux, ils ont inventé des dispositifs avec des fils Covid, pas Covid, pour le dépistage, l'accompagnement des familles, pour les prises en charge en urgence, ou inversement pour décharger les hôpitaux, pour soutenir les professionnels du médico-social qui se retrouvaient avec des patients handicapés en EHPAD, etc. Enfin, il y a eu beaucoup d'initiatives extrêmement intéressantes et qui avaient pour point commun, on se parle sur un territoire et on travaille ensemble. Et c'est ça le secret en tabaco, comme sur beaucoup de sujets de prévention. C'est que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est encore dans un système très segmenté où chacun fait son acte de son côté, et que l'enjeu en tabacologie, c'est du pluriprofessionnel qui s'inscrit dans la durée, parce que le tabac, il est des fois pas seul, des fois il y a du stress, des fois il y a un problème nutritionnel, il y a d'autres santé, ou etc. Donc c'est quelque chose de global, et donc il faut se parler ensemble pour construire ça sur le territoire. Et la Covid, voilà, moi je suis un optimiste né, certains disent naïf peut-être, ça peut être l'occasion justement de profiter de toutes ces initiatives extrêmement intéressantes qui viennent du terrain, pour que ce soit aussi les occasions de penser ensemble la prévention, et notamment le tabac, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ça fonctionne quand on le fait. Et j'espère qu'on va pouvoir prochainement diffuser, publier, etc., nos résultats. C'est concret, ça fonctionne à très court terme, et même dans des contextes où on peut penser que rien n'est possible. Ah, là, on sort un peu du sujet du tabac, mais là, je vous invite à lire les recommandations ou les avis, je ne sais plus quel statut ça a, du Haut Conseil de la santé publique sur les professionnels du soin à la personne, qu'ils soient professionnels de santé au sens code de santé publique, ou autres professionnels comme Sophro ou du médico-social, c'est-à-dire sur les risques, puisque c'est ce que je comprends de la question, sur les risques qui sont pris à prendre en charge des patients atteints ou suspectés d'être infectés, et sur les mesures qu'il faut prendre en fonction du risque et du niveau de risque, en termes de protection, en termes de désinfection des locaux, etc. etc. Donc, il y a des recommandations très complètes, parfois complexes, mais parce que les situations sont très différentes. Tous les actes de soins ne sont pas à même risque, tous les patients ne sont pas à même risque, tous les environnements ne sont pas à même risque. Et donc, moi, je ne peux pas vous répondre comme ça sur un métier particulier. Je risquerais de vous dire des bêtises. Donc, je vous invite à faire de l'évidence-based et donc d'aller voir les recos. Éventuellement, c'est de jouer le rôle de diffusion des données evidence-based et de lutte contre les fake news, pour prendre un terme à la mode. Effectivement, moi j'ai souvent des questions de gens qui me disent est-ce que je me mets à fumer, ou est-ce que là j'étais passé à la cigarette électronique depuis un an, etc. Et finalement est-ce que je reviens sur la vraie cigarette qui me protège, et je l'ai vraiment
c'est des vrais témoignages après toute la campagne de presse qu'il y a eu, enfin, ou la mobilisation de presse qu'il y a eu au printemps. Donc déjà, c'est de rappeler les éléments clés que j'ai donnés aujourd'hui. Il y a toujours intérêt à arrêter de fumer par rapport à continuer à fumer, y compris en situation de crise, et quels que soient les motifs qui poussent ou qui sont mis en avant sur le pourquoi je fume. Je ne connais pas de situation où je pourrais dire à quelqu'un continue à fumer. Non, mais je le précise parce que voilà, les programmes que je fais en milieu scolaire, parfois, j'arrive la bouche en cœur et tout, et derrière moi, il y a l'enseignant qui va expliquer aux élèves vous avez vos examens dans 4 mois, c'est pas le moment d'arrêter de fumer, il faut gérer votre stress. Donc c'est vrai que ce genre de discours contre-productif, votre rôle de professionnel de santé, justement, c'est toujours le bon moment pour arrêter de fumer. Mais le bon moment, c'est la personne qui le choisit. Et donc là, on est sur l'entretien motivationnel, Prochaska, etc., etc. Mais je veux dire, il n'y a pas des raisons externes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas qui disent non, faites ça plus tard. Si la personne n'est pas prête, bien sûr. Voilà, on est vraiment dans la relation avec le patient, la patiente. Mais voilà, c'est toujours le bon moment d'arrêter de fumer, d'autant plus dans la crise, puisque le confinement, c'est aussi le risque d'augmentation du tabagisme passif. Donc, c'est peut-être aussi une raison supplémentaire collective, bien sûr, s'il ne faut surtout pas culpabiliser les fumeurs, mais collective qui devrait pousser aussi à prendre en compte cette dimension. Et voilà. Enfin, sinon, je ne vois pas de point spécifique finalement à la crise. Sauf que ça ne doit pas être un motif justement de baisser les bras, au contraire. Et c'est un moment de, voilà, toute situation de crise est aussi un bon moment pour le changement de comportement. On l'a vu sur certains comportements d'activité physique. Tout d'un coup, j'ai vu beaucoup de gens promener leurs chiens, bon ça se faisait, mais me voir promener des chats qu'ils n'avaient jamais eu l'idée de faire, ou alors d'aller faire du jogging, etc. Voilà. Ces périodes de crise, c'est aussi des périodes de remise en question et qu'on peut utiliser en prévention. Et quand je dis ça, c'est pas du tout cynique, hein, mais c'est des bons moments aussi pour en faire des occasions de prévention. Parce que c'est vrai, et d'ailleurs, ça fait partie aussi ça a été souligné, je ne sais pas si vous avez eu la presse, un certain nombre de psychiatres, de psychologues se sont exprimés de façon intéressante et intelligente là-dessus. Parmi ce risque psychosocial, hein, vous voyez les niveaux de dépression, d'anxiété de la population, il y a l'isolement et il y a aussi voilà, le fait de tourner en rond, de ne pas se projeter, de ne pas avoir des projets, même des micro-projets, et d'avoir un projet, voire un micro-projet santé comme arrêter de fumer, faire d'activité physique, modifier son alimentation. Ça fait partie aussi de la gestion de ce risque psychosocial majeur, et notamment du deuxième confinement, qui est très différent du premier là-dessus, parce que le premier, c'était le printemps, c'était ponctuel, on s'est dit qu'on allait sortir de la crise. Là, on rentre dans une période d'hiver qui n'est pas la période la plus propice à la bonne humeur, enfin, je caricature un peu, avec un confinement où on se rend compte qu'on n'est pas sorti de la crise avant 6 mois, 1 an, 2 ans, avec toute la crise économique qui arrive et l'impact sur les revenus, sur le niveau de vie, etc. Le fait qu'on a pu compenser, être un peu résilient sur la diminution des contacts sociaux pendant 1 mois, 2 mois, mais c'est inenvisageable sur 1 an, etc. Donc là, les personnes sont en questionnement et avoir une prise à un moment où on n'a pas beaucoup de prise, on a l'impression qu'on nous impose beaucoup de choses et modifier son mode de vie, sa santé, essayer de la prendre en main, c'est une bonne occasion aussi. Hein, c'est un peu comme et donc là-dedans, je pense qu'au contraire, c'est une opportunité du sevrage tabagique. D'ailleurs, si vous regardez les communications de l'OMS, de Santé publique France, ou en Angleterre ou ailleurs, ils jouent un peu sur ce levier-là. Merci. Je conclurai bien entendu en vous remerciant, en rappelant que du coup le tabac est la première cause de mortalité évitable et que l'objectif des politiques de santé publique reste quand même, comme vous le disiez, l'arrêt du tabac pour que cette épidémie Covid ne représente pas un frein à la baisse du tabagisme qui était observé ces dernières années. Donc, comme vous le disiez également, les prises en charge doivent continuer, même si elles sont faites à distance. Les traitements doivent être bien entendu adaptés.
Et même si l'offre, comme vous en avez parlé, peut être réduite, il y a des solutions qui peuvent être, qui existent. Et j'aimerais faire le parallèle du coup avec le Moi sans tabac, qui propose une palette de services dont il faut se saisir, puisque ce sont des services qui sont à distance, donc qui peuvent être utilisés avec Tabac Info Service, l'application, le site ou encore la page Facebook, et le 3989, numéro de téléphone où vous pouvez avoir des échanges avec des tabacologues autant que besoin. Et enfin, les groupes Facebook régionaux. Donc, vous rappelez qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a un groupe qui est animé par le CRES et l'ARS et auquel participe une tabacologue, donc qui répond à l'ensemble des questions qui peuvent être proposées sur la page. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup le 17 décembre pour le prochain webinaire qui sera une initiation à l'entretien motivationnel qui sera faite par Benoît Saugeron, qui est chargé de projet et formateur au CRES. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre intervention et il me reste à vous dire à bientôt.